Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime. Article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre émission 30 minutes contre le harcèlement sexuel. Dans ce numéro, nous recevons pour vous les juges Niembo Kineme et Jean-Jacques du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Avec lui, nous allons aborder la problématique de la lutte contre le harcèlement sexuel. Juge Niembo, c'est quoi l'infraction de harcèlement sexuel et quel est son fondement légal? Eh bien, pour la question de savoir ce que c'est le harcèlement sexuel, en fait, c'est un fait social, un comportement qualifié d'infraction par l'article 174, littéra D du Code pénal congolais. Eh bien, pour qu'on en déduise ce que c'est réellement cette infraction, parce qu'on a juste donné dans des termes génériques, il sera souhaitable, comme c'est une matière pénale, vous savez que c'est une matière qui requiert une interprétation stricte. Donc, pour que nous puissions déduire la définition la plus exacte, il serait agréable qu'on puisse ne serait-ce que lire avec le téléspectateur ce que dispose l'article 174, littéra D du Code pénal congolais, si vous me le permettez. Je vous en prie. C'est un principe normal pour le Code pénal. Eh bien, l'article 174 du Code pénal congolais dispose: quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces ou en imposant des contraintes, soit en exerçant de pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. On peut entendre de cette disposition légale que le harcèlement sexuel, c'est tout comportement persistant envers autrui, des natures qui se traduisant par des gestes, des paroles, des contraintes, de menaces, d'abus d'autorité pour bénéficier de celui-là les avantages sexuels. Autrement dit, c'est tout comportement visant à obtenir les avantages sexuels et non voulus, qui peut faire de sorte que la personne se sente en danger, menacée ou intimidée. Voilà en quelques mots ce que c'est le harcèlement sexuel. À moins, si vous voulez, nous pouvons illustrer c'est quoi les paroles, les gestes qui constituent cette infraction. Non, nous n'allons pas en arriver là, juge Niembo. Je pense que ça vaut la peine, de passer à la deuxième question. Qu'est-ce qui a conduit à l'adoption de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles? Qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, le législateur à adopter cette loi? Oui, évidemment, vous savez, M. Taliv, il a été constaté vers la moitié du siècle passé qu'il s'est développé un comportement criminel à large spectre, à outrance, qui s'est caractérisé par les violences sexuelles partout dans le monde. Et donc, c'était parfois motivé par les intérêts politiques, économiques et même sociaux. Et le Congo, notre pays, n'a pas été épargné quant à ce. C'est comme ça que vous allez constater vers les années 1996 et 1998, notre pays, la République du Congo, a été l'objet de plusieurs agressions entretenues par nos voisins, le pays voisin. Et là, malheureusement, il s'est produit
des actes criminels qui, la plupart, étaient caractérisés par des violences sexuelles. Donc nos agresseurs ont adopté comme arme de guerre les violences sexuelles. Eh bien, étant donné que dans notre pays, dans notre législation pénale, le code pénal dont je parle là du décret du 30 janvier 1940, celui-là ne prévoyait que 4 types de violences sexuelles. Entre autres, il s'agissait du viol, il s'agissait des attentats à la pudeur, il s'agissait des atteintes aux bonnes mœurs et du proxénétisme ainsi que de l'avortement. Et donc, la législation congolaise échappait ou laissait échapper certains comportements qui, du reste, étaient en évolution à une recrudescence très lamentable. Donc, qui échappaient comme ça suite à l'évolution. Et vers les années 2000, il y a eu des plaidoyers menés par la société civile et certains acteurs politiques qui ont plaidé dans le sens de pouvoir redynamiser ou actualiser notre arsenal juridique en ce qui concerne le fait pénal. C'est comme ça que vous allez constater qu'à partir des années 2020, il y aura cette redynamisation où le pays voulait essayer de remettre à niveau notre code pénal. Et ils vont s'inspirer tout de suite là des arsenals ou des instruments juridiques extérieurs ou étrangers, internationaux, ainsi que pour impacter ceux internes. C'est comme ça que on va adopter la loi 06/018 du 20 juillet 2006. C'est une loi qui complète et modifie le décret du 30 janvier 1940. Et là, vous verrez, on est parti de 5 préventions des violences sexuelles à 16 infractions, faits infractionnels des violences sexuelles, y compris le harcèlement sexuel. Donc, pouvons dire, juge Niembo, que c'est suite aux faiblesses du décret du 30 janvier 1940 que les législateurs a pensé, n'est-ce pas, à innover avec l'avènement de cette loi du 20 juillet 2006. Exactement, parce que cette loi était devenue anachronique, était vraiment une loi en désuétude presque par rapport à certains faits dus à l'évolution de la mentalité criminelle. Imaginez-vous, voyez déjà, nous sommes partis de 5 à 16. Donc les 11 autres faits infractionnels qui est du reste moderne n'étaient pas réprimés. Donc le fauteur pouvait vaquer librement et perpétrer leur infraction sans être puni, parce qu'en matière pénale, on ne peut pas punir ce qui n'est pas prévu. Donc c'est la loi sacro-saint. Nous pouvons parler de cette faiblesse-là, mais moi je pense que c'est une question d'évolution. C'est une loi qui était presque anachronique, qui à son temps était fort, prévoyait ce qu'il fallait, mais à ce jour, c'était vraiment un retard par rapport à l'évolution criminelle. C'est un peu ça. Vous êtes juge, nous avons comme l'impression que l'infraction des harcèlements sexuels n'est pas prise en compte par rapport à l'infraction du viol. Bien, à cette question-là, nous pouvons dire oui et non. Bref, il faille nuancer là-dessus. Ce n'est pas que l'infraction de viol qui fait partie des infractions de violence sexuelle est beaucoup plus en considération que le harcèlement sexuel, non. C'est, vous savez, la nature même de l'infraction de harcèlement sexuel pose problème. C'est la nature même de l'infraction elle-même. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile, dans la vie de tous les jours, arriver à déterminer avec exactitude les comportements dont on reproche d'harcèlement sexuel. Vous savez, il y a plusieurs actes, plusieurs comportements aujourd'hui qui sont blessants de nature, qui sont indignes, mais apparemment sont pris de manière commune comme si c'était devenu normal. Et dès lors, les juges que nous sommes, nous avons du mal à pouvoir réprimer ces faits infractionnels. Autre chose, vous savez, c'est le régime lui-même. Les régimes
juridique de cette infraction, le champ d'application. Vous savez que c'est une infraction où la mise en action ou sa poursuite nécessite la plainte préalable de la victime. Ce qui n'est pas le cas avec le viol et d'autres infractions de violence sexuelle où une dénonciation suffit. Mais ici, il faut que la victime elle-même puisse porter plainte, pas de quelqu'un d'autre. Et même là, je venais de vous dire. Donc, les faits même constituant le harcèlement sexuel, parfois sont pris comme de faits normaux. Des faits normaux. Imaginez-vous un superviseur qui est en train de caresser l'épaule de son employé. Bon, certains pensent que c'est normal, alors que ça peut déranger la victime, mais il s'est dit, s'il se plaint, on dira peut-être qu'il est villageois, et il s'était. Tu le croiras que c'était des actes persistants qui sont en train de ternir l'honneur et la dignité de la victime. C'est ça tout le problème. Il y a beaucoup de cas comme ça, je peux vous illustrer si vous en voulez. Vous allez voir, moi j'en connais par exemple un ami qui à l'époque était stagiaire. Là où il passait son stage, le chef, quand il arrivait, il était question que toutes les femmes, même mariées, ils viennent, ils s'alignent pour que le chef les salue. Et il s'agissait de quelle salutation? C'était toucher les seins de madame, de femmes. Et comme stagiaire, ils ne comprenaient pas. Donc c'était automatique. Quand le chef arrive, toutes les femmes accourent et s'alignent et le chef commence à toucher les seins de chacune d'entre elles à titre de salutation. Vous voyez, c'est un comportement blessant. Mais les dames elles-mêmes déjà s'alignaient. Aïe, 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 toi que PC bilo qu'on aïe. Voyez-vous? Donc, ça passe pour normal alors que c'est blessant. Maintenant, si ces femmes-là ne se plaignent pas, comment est-ce que la justice, nos juges, allons réprimer cette infraction-là? Partons seulement de cette hypothèse, juge Niembo. Les juges, les législateurs de 2006 de la loi sur les violences sexuelles s'étaient montrés un peu plus laconiques, un peu abrégés. Pourquoi? Par rapport aux termes contenus dans cette disposition de l'article 174D. Il a parlé de comportements persistants et de la faveur sexuelle sans pour autant énumérer ou bien détailler, donner de signification précise ou des détails par rapport à ces termes persistants et faveur sexuelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Oui. En fait, le législateur voulait seulement laisser la latitude au juge d'apprécier tel ou tel comportement au cas où il serait persistant. Là, c'est un point de taille, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ce comportement-là doit être persistant. Là, au moins, c'est clair, mais seulement pour déterminer que c'est un comportement qui ternit la dignité ou l'honneur de la victime. Là, apparemment, le législateur a laissé la latitude au juge. Et il a raison, il n'est pas à mal des mots. Et vous, en tant que juge, comment apprécierez-vous de tels comportements? Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il est parfois difficile. Vous savez qu'il faille que la victime vienne vous dire que voilà, tel comportement persistant ternit mon honneur. À ce moment-là, les juges peuvent examiner ces comportements-là. Parce que je peux vous dire, je venais de vous le dire tout à l'heure, si par exemple, on envoie des photos et des vidéos à caractère obscène à quelqu'un et qu'il est tout heureux. En fait, le même comportement peut être agréable, mais aussi, en fait, en général, c'est blessant. Mais si la victime trouve du plaisir dans ces comportements-là, les juges ne peuvent pas dire qu'il y a harcèlement sexuel. Lorsque quelqu'un est en train de dire à une femme, par exemple, que toi, tu ressembles à ma femme. Et le jour que ma femme mourra, je vais t'épouser. Le lendemain, elle revient. Oh, apparemment, tu as grossi, tourne un peu. Le lendemain, ce sont des petits cadeaux. Ils persistent. C'est à vous. Quelqu'un d'autre peut trouver du plaisir. Mais si vous pensez que ça devient insistant et que ça vous dérange, dénoncez. Donc les juges, à ce moment-là, peut agir. Mais évidemment, les cas les plus patents dans lesquels les juges n'ont pas de choix, où l'auteur du fauteur des troubles ne peut pas échapper, c'est souvent les cas où la victime arrive, par exemple, à enregistrer ou à filmer ces comportements persistants. Ça, il faut que ce soit persistant. Mais les autres cas,
c'est la latitude, c'est la conviction du juge qui joue et c'est pas facile. C'est pas facile. Le juge Niembo, alors comment aider les victimes d'harcèlement sexuel de sortir de leur silence? Quels sont les mécanismes à mettre en place afin de les aider de sortir de ces silences? Le mécanisme, c'est d'encourager les victimes de dénoncer. C'est peut-être de demander à la société civile, aux autres organisations non gouvernementales par exemple, et même au gouvernement lui-même, de pouvoir booster, de pouvoir bousculer les victimes, de dénoncer. S'ils ne dénoncent pas, en tout cas, ça sera difficile. Et aussi, il faut redynamiser, il faut vulgariser. Qu'on soit dans une société quand même où tout ce qui blesse puisse être pris comme tel. Il ne faudrait pas qu'on passe à l'étape où tout ce qui dérange, qui blesse, puisse être pris pour normal. C'est ça un peu la difficulté. Il faut demander à ceux-là qui sont déçus par certains comportements persistants de pouvoir dénoncer. Parce que vous allez constater, mon cher Talib, que même les femmes, je parle des femmes parce que ce sont elles qui sont beaucoup plus victimes, même les femmes qui arrivent à enregistrer ces comportements persistants, qui profanent ou qui déshonorent, mais ce n'est pas pour dénoncer, elles ne dénoncent pas. Quelques-unes, c'est pour chanter, c'est pour faire du chantage à celui-là et pour obtenir à leur tour aussi des faveurs, c'est pas moi, des grades, de l'argent, voyez. Donc là, c'est un problème qui concerne tout le monde. Mais les juges, il ne faut pas le mêler parce qu'on ne lui apporte pas assez d'éléments pour qu'il fasse son travail. Généralement, les victimes sont dans une position de faiblesse par rapport à leurs bourreaux. Oui, vous avez raison. Vous étant que juge, comment pouvez-vous, n'est-ce pas, aider ces victimes à votre niveau? Parce que c'est vous qui rendez la justice, vous prononcez des jugements. Mais comment aider maintenant ces victimes qui sont dans une position de faiblesse, n'arrivant pas, n'est-ce pas, à sortir de leur silence? Oui, j'en appelle à la conscience, au courage, à ces victimes-là. C'est vrai, c'est ça aussi la problématique. Souvent, les victimes sont en position de faiblesse. Alors, je ne vous envoie pas à piéger les gens, hein, chers téléspectateurs, mais je vous conseille quand même, vous pouvez enregistrer. Enregistrer celui-là qui ne veut pas comprendre de manière persistante, il continue à faire des gestes ou des paroles du genre à pouvoir obtenir de vous des faveurs sexuelles. Essayez d'enregistrer et prenez le courage non seulement de faire du chantage, mais de dénoncer. Parce que dans ces cas-là, le fauteur n'aura pas assez d'arguments pour échapper à la peine. Mais si les filles et les femmes continuent à se taire, c'est très compliqué. Ça risque d'être généralisé et ça devient normal et les victimes resteront toujours victimes. Juge Niembo, quelle procédure? Parce que s'il y a des victimes, effectivement, il faudra que ces victimes puissent s'orienter dans la direction de la justice. Mais quelle est la procédure appropriée pour initier, je parle de victimes, pour initier une action en justice contre leurs présumés harceleurs? Oui, que les victimes comprennent qu'elles sont maîtres de leur action parce que vous voyez, l'infraction elle-même voudrait que ce soit la victime qui saisisse l'instance judiciaire. Donc voilà, je dirais aux téléspectateurs, au cas où vous vous sentez victimisé, saisissez le poste de la police le plus proche. Allez dénoncer ces comportements-là, essayez, même si vous n'avez pas filmé, même si vous n'avez pas enregistré, essayez de voir, ne réfléchissez pas, voyez d'abord la police pourrait examiner et vous dire quoi faire pour essayer de corriger ce comportement-là. À part la police, vous pouvez, si vous connaissez où se trouve le parquet, aller vers le procureur de la République et dénoncer ces comportements-là. Au besoin, si vous avez tous les éléments, ce qui n'est pas du tout conseiller, mais c'est aussi une procédure qui est d'ailleurs la plus rapide. Vous pouvez, si vous sentez avoir tous les éléments nécessaires, saisir directement le tribunal. Et dans ces cas, c'est le tribunal des grandes instances. Au vu du taux de la peine, vous pouvez saisir le tribunal des grandes instances par citation directe. Et à ce moment-là, le tribunal pourra répondre à votre requête. Voilà un peu. Alors, comment établir la responsabilité pénale des auteurs de cette infraction d'harcèlement sexuel? Oui, c'est la loi. C'est la loi. Le juge, vous savez, il est tenu à la loi.
Les juges prêtent serment pour n'avoir comme autorité que la loi, c'est que dit même la Constitution. Lorsque vous amenez le fait devant les juges recourent à la loi. Et il analyse si tous les éléments nécessaires voulus par la loi sont réunis. Et à ce moment-là, il va prononcer la sentence, dont la sanction aussi, telle que prévue par la loi. Donc c'est simple, vous commencez par dénoncer, les juges vont examiner, il va voir s'il y a un comportement qui soit une parole ou un geste. Ça peut être de cris, de sifflements, ça peut être de messages, de textos, ça peut être des images, de vidéos, ça peut être de compliments, mais de manière persistante. Si vous en avez, vous subissez ces genres de comportements, saisissez les instances judiciaires et les juges vont analyser si ce comportement-là rentre dans ce que reproche la loi à son article 174D. Et la sentence sera dite. Et tant que juge, combien de cas avez-vous déjà connus, des cas similaires au harcèlement sexuel? Comme juge, il n'y a pas assez. Vous savez, vous m'avez pris à pied levé, sinon j'allais enjoindre à un greffier de pouvoir essayer de récolter quelques données pour voir les statistiques. Mais là, comme juge, non. Je dirais non, honnêtement. Mais par expérience personnelle, lorsque j'étais encore au parquet comme substitut du procureur de la République, au parquet pour le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, j'en ai connu 3. J'en ai connu 3 cas de harcèlement sexuel, vous voyez. Donc les statistiques sont vraiment très faibles, trop faibles. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience, à la redynamisation, qu'on puisse tous aller vers. C'est pas pour rien que ça a été retenu comme infraction. Imaginez-vous, si on ne dénonce pas, donc il sera même difficile d'être embauché. Donc si ça devient un comportement normal, désolé, désolé, ça sera très compliqué. Et donc c'est le temps. Nous en appelons à tous ceux-là qui pensent subir ce genre de comportement de pouvoir dénoncer. Sinon, alors, ça sera très compliqué. Mais alors, comment prévenir ces comportements inacceptables par la société pour décourager, bien sûr, les harceleurs, les présumés harceleurs sexuels? Ah, là, déjà, je dois vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous savez que c'est un comportement qui, souvent, se commet en apartheid. C'est très rare que ça se commette en public. Lorsque monsieur est en train de souffler de paroles obscènes, il contrôle s'il n'y a pas de gens. Donc ici, pour décourager, franchement, je reviens encore, j'en appelle toujours aux victimes de pouvoir dénoncer. On en parlait une fois avec une dame, on travaille avec elle, c'est je crois Madame Chichi, elle est aussi juge, maman, elle aime qu'on appelle Maman Chichi. Et Karom, je crois, et Fungama, ils ont dit qu'à ce stade, c'est compliqué. C'est une infraction qui sera d'accompagnement, mais il sera difficile qu'on le traite de manière principale parce que les victimes sont complices de ces faits. Juge Niembo, Justice à Télévision a le réel plaisir de vous inviter car cette chaîne thématique judiciaire a lancé une campagne de sensibilisation récemment contre les harcèlements sexuels dans le milieu du travail, principalement dans les organes de presse avec pour objectif de lutter efficacement contre l'ignorance, n'est-ce pas, judiciaire, mais aussi permettre aux victimes de maîtriser la loi sur les violences sexuelles. Que pensez-vous d'une telle initiative? Franchement, là, je vous parle avec sincérité, avec mon cœur. Cette chaîne, je n'arrive pas vraiment à comprendre que certains, qui est le fils du pays, puissent se réunir, alors que tout le monde, quand il ouvre une chaîne, nous savons ici chez nous, ils ont tendance à promouvoir la musique, le théâtre, ce qui n'est pas aussi mauvais, mais ils se retrouvent, ça part vite, quand on est dans la musique, le théâtre, un peu de sport, ça marche. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chaînes déjà sont dans ces domaines-là. Et moi, je me demande, mais quelle initiative? C'est encore Madame Capella, je crois. Et vous tous, d'ailleurs, que je salue en passant, ça m'épate, ça m'étonne. Comme ça, on s'est dit, non, nous allons promouvoir la justice. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut le dire que la justice élève une nation. Mais qui sont derrière cette justice pour matérialiser le fait de la justice? Apparemment, jusque-là, il n'y a que vous.
Il n'y a que vous prenez votre temps, vos moyens, vos énergies pour promouvoir la justice. Ça, franchement, c'est l'occasion d'un merci pour l'occasion que vous me donnez afin que je le dise ouvertement. Souvent, au téléphone, je le dis, pour lesquels contacts que j'ai déjà appelé Mme Kapesa plusieurs fois pour lui dire, je ne sais pas comment vous féliciter. Je lui avais promis une bouteille de champagne que je n'ai jamais donnée. Parce que là, ça viendra, Mme Kapesa, si vous me suivez là où vous êtes. Ça viendra sur une parenthèse, mais je vous en félicite. Et continuez, je crois qu'un jour, même le chef de l'État, qui d'ailleurs, ses piliers sont définis comme l'État de droit, parmi ces piliers. Donc, je crois qu'un jour, il se rendra compte que vous êtes en train de rendre un service très loyal à la nation et les récompenses viendront, que vous le vouliez ou pas. D'accord. Merci beaucoup, juge Niembo. Nous arrivons à la fin de cette émission, 30 minutes contre le harcèlement sexuel. Nous avons le réel plaisir de vous avoir ici dans le plateau, de nous échanger avec vous. Merci beaucoup de votre disponibilité et la porte sera grandement toujours ouverte pour vous. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous marquons un point final à votre émission 30 minutes contre le harcèlement sexuel. Au revoir.